Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Yitzhak Chouraki pour parler ensemble de la notion du temps et de l'espace, mais c'est surtout le temps et la frontière du temps, ou les frontières du temps, je ne sais pas, les Chavad de Rav Chouraki. Ouais, alors effectivement, nous allons parler du problème de la délimitation du temps et des journées et la façon de décider quand est-ce que le jour commence et quand le jour se termine, ou en tout cas quand la date commence et quand la date termine. Mais avant de parler de ce sujet, d'abord un petit contexte historique sur l'un des événements majeurs qui a entraîné un des débats très fameux sur cette affaire qui s'est déroulée pendant la Shoah. Alors, euh, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Par l'accord entre Molotov-Ribbentrop, la Russie, l'Union soviétique, envahit lui aussi de son côté la partie Est. Ce qui fait que d'un côté comme de l'autre, les populations, beaucoup de mouvements de population, notamment des réfugiés juifs, et parmi les différents mouvements, eh bien, c'est que tous les réfugiés fuient des nazis surtout, mais aussi de l'Union soviétique qui va comment dire, une chape de plomb pour comment dire, récupérer les territoires et les juifs aussi, et qui fuit vers la Lituanie, vers les États baltiques, notamment vers Vilna, où ils peuvent rester pendant comment dire, l'hiver 40 jusqu'à l'été 40, où l'Union soviétique a annexé la Lituanie. Et ensuite, en 41, les nazis comment dire, vont, l'opération Barbarossa, déclarer la guerre à l'Union soviétique et finalement conquérir le territoire de Lituanie. Euh, Maintenant, dans cette affaire, il y a quelque chose de particulier, c'est le moment particulier de l'été 40 où les populations fuient comment dire, l'avancée des troupes allemandes et russes et essayent au maximum d'échapper à justement de fuir le territoire qui va être conquis. Et il y a un personnage particulier qui a été, comment dire, je dirais l'initiateur de toute cette affaire, c'est Zerach Waraftig, qui a essayé d'obtenir des certificats pour permettre aux Juifs de quitter et de fuir le territoire. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun État qui accepte d'accueillir les Juifs. Pour les gens qui se posent la question de comment dire, l'État d'Israël n'est pas là, et comment dire, au niveau primaire, mais le plus élémentaire, les Juifs peuvent sortir encore, puisque les nazis ne sont pas encore arrivés, mais pourtant personne ne veut les accueillir. Et en cherchant à droite, à gauche, qui pourrait malgré tout délivrer des visas pour pouvoir quitter le territoire, Waraftig trouve un diplomate japonais, Sugihara, qui est, comment dire, un des Chassidé Umot Harolam, qui entre le 31 juillet 1940 et le début septembre 40, au mois de septembre où l'Union soviétique va conquérir le territoire, eh bien Sugihara, le consul japonais à Kovna, distribue des visas pour permettre de rentrer au Japon. Et alors, c'est même pas pour accueillir les Juifs simplement, c'est pour permettre aux Juifs qui vont arriver là-bas de transiter par le Japon. Parce qu'on ne peut même pas passer, même en transit, si on n'a pas déjà un visa. Et pour pouvoir transiter par le Japon, il faut avoir une destination finale. On trouve un élève d'une des yeshivot qui étudiait là-bas, qui vient de Hollande, Nathan Goodwirt, et ce Nathan Gourdwirt, qui est un citoyen hollandais, donc qui dépend du consul hollandais en poste à Kovna, qui s'appelle Zwarten Dayek, le consul hollandais, qui accepte de signer un papier disant que pour arriver aux îles Curaçao, qui sont des îles, comment dire, dans les Caraïbes, eh bien, qui sont propriété hollandaise, on n'a pas besoin de visa. Et donc, les Juifs peuvent passer par le Japon pour arriver finalement à Curaçao. Il omet de dire dans ce certificat qu'on peut passer que ça dépend quand même du gouverneur de Curaçao. C'est lui qui délivre la permission arrivée sur place. Donc, on appelait les visas de Curaçao que les Juifs reçoivent. Et en fonction de ces visas-là, les Juifs réussissent
à pouvoir donner, à recevoir comment dire, un visa pour le Japon qui leur permet de quitter le pays. Entre parenthèses, Varhaftig, qui est ensuite devenu ministre des cultes dans l'État d'Israël, a rencontré le gouverneur en question de Curaçao, qui est devenu ensuite ambassadeur de Hollande en Israël, qui s'appelait Castille, et il lui a dit, mais si finalement les Juifs étaient arrivés, après tout ce périple du Japon en Chine à Curaçao, est-ce que ces réfugiés-là, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous les auriez acceptés? Et le gouverneur a dit, mais non, on aurait agi comme les États-Unis ont agi un peu avant, avec le bateau Saint-Louis, qui au mois de mai-juin 1939 a quitté le port de Hambourg pour arriver à Cuba. Il y avait 937 réfugiés juifs qui sont vus refuser par le gouverneur de l'endroit de débarquer. Le bateau a continué aux États-Unis, qui a refusé en Floride d'accepter le bateau. Le Canada a refusé et le bateau Saint-Louis est revenu en Europe. Et ils ont été reçus un peu en Hollande, en Belgique, en France, et ils ont finalement, pour beaucoup, péri dans les camps de concentration. Alors, donc ça, c'est pour le Curaçao, qui n'est simplement l'avoir un accord pour passer du Japon aux îles, comment dire, à Curaçao, c'était comment dire, quelque chose comment dire, qui a permis aux Juifs de partir. Et du coup, comment dire, le voyage a pu se faire. Entre parenthèses, il y avait encore un autre miracle dans cette affaire, c'est que le consul hollandais, Sarven Dayek, était pro-juif, alors que juste avant, il y avait un consul hollandais en place qui s'appelait Tillman, qui était pro-nazi. Et quand les Allemands ont envahi la Pologne, les Hollandais ont changé ce Tillman en se disant, puisqu'il est pro-nazi, il va défendre les intérêts nazis et pas les intérêts hollandais. Et ils ont mis à la place Martin Dayek, qui était au contraire, comment dire, qui avait la haine des Allemands et qui aimait les Juifs. Donc il a accepté de signer ça. Sugihara, le japonais, a donné ses visas. Et du coup, les Juifs, et Varhaftig a essayé de convaincre tout le monde, les yeshivot et d'autres, de pouvoir partir au Japon. Ce qu'on évalue, alors qu'il a signé, il a signé lui-même, le consul japonais, même certains Baruch Yeshiva, jour et nuit, ont rempli les visas pour pouvoir partir. Comment dire, d'après Yad Vashem, il y a 1600 Juifs qui ont été sauvés dans cette affaire, comment dire, signée. L'estimation personnelle de Sugihara, c'était près de 3500. Il y en a qui vont avoir, j'ai vu un chiffre qui arrive jusqu'à 5000 ou plus, en disant que finalement tout l'ensemble des personnes qui ont bénéficié de comment dire, ces différents convois pour arriver au Japon étaient donc de plusieurs milliers. Il a été reconnu comme Chassidou Motaola pour avoir sauvé tous ces Juifs. Alors la suite est intéressante parce que le voyage est donc passé de Kovna à Moscou. À Moscou, il fallait pas simplement rentrer, il faut rentrer, mais il faut en ressortir. Donc après, il passait des interrogatoires du NKVD pour leur donner la permission de sortir du pays, notamment par le transsibérien, qui les amenait à l'autre bout comment dire, de l'Union soviétique pendant 11 jours de train. Et arrivés à Vladivostok, ils sont passés au Japon. Et c'est là qu'arrive comment dire, le sujet qui nous intéresse, en tout cas qui va être comment dire, la raison de toute cette histoire, c'est qu'on a notamment 300 talmidim de la yeshiva de Mir qui sont arrivés donc en 41 au Japon, à Koubé d'abord, et qui sont à 100 degrés à l'est d'Eret Israël, au niveau comment dire, des différents canaux de la longitude. Et il y a une façon particulière de pratiquer le Shabbat, les journées, pour savoir comment est-ce qu'on calcule dans cet endroit où il se trouve comment dire, le jour qui passe, à quel moment le jour passe, et les Talmidim de la Yeshiva ont un problème pour définir exactement ce qui se traduit pour le Japon, pour l'Australie, pour ce qui est à l'extrême orient, à l'extrême est du monde, et en dehors même de la Chine, ou en tout cas du continent lui-même, puisqu'on est là dans des îles. Voilà. Et donc les Talmidim posent la question, que faire pour comment dire, le Shabbat, pour les fêtes, pour traduire quel jour comment dire, on commence la journée. Je vais expliquer tout ça plus en détail. Pour l'instant, je donne simplement le contexte de l'histoire. Et ils ont reçu deux réponses. Et c'est là où ça commence à être problématique. À chaque question juive de Chachamim, de Marloquet, ou en tout cas deux réponses. Rabbi Eliezer Yehuda Finkel, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, a posé la question au Chazonish, qui est la grande autorité en Eretz Israël, et il leur dit, ben, quand on est au Japon, dans cet endroit, on ne se trouve pas à l'extrême orient,
donc en fait au début de la journée, mais on se trouve en fait à l'extrême occident. C'est-à-dire qu'on est au bout de l'ouest, puisque la journée ne commence pas là, elle commence après, plus comment dire, à l'ouest par rapport à cet endroit-là. Donc, si un peu plus à l'ouest, l'extrême est, c'est pas le Japon, mais c'est le bout de la Chine. Je vais expliquer dans un instant. Et par conséquent, il y a au Japon déjà des Juifs qui habitent. Il y a déjà certaines communautés, notamment des gens qui sont là pour faire affaire et qui sont une certaine habitude ou une pratique du Shabbat, notamment le jour du samedi, qui est le jour, comment dire, qui est pratiqué, comment dire, dans le monde. Et c'est là-bas que les Juifs pratiquent le jour du Shabbat. Mais d'après le Chazon Ish, ce jour du Shabbat, par lequel le jour commence au Japon, est en fait encore le vendredi, puisqu'on arrivera au Shabbat au Japon que 24 heures plus tard, comment dire, à la fin, après l'Alaska, et comment dire, bien après les États-Unis. C'est la fin du monde. Et donc, il y a un jour supplémentaire. Je vais expliquer plus en détail tout à l'heure comment ça marche au niveau, comment dire, du globe terrestre. Mais en opposition à cette idée-là, il y a le rabbi, le Hadour de Gour notamment, qui est d'après le rabbi Yechiel Michalti Koczynski, qui est la grande autorité du Loir notamment en Eretz Israël, et qui dit mais pas du tout. Le Japon, c'est aussi l'extrême orient, et donc c'est le début de la journée, et donc ça marche comme ça marche avec le samedi, qui est, comment dire, des goyim, et ben on fait le Shabbat ce même jour-là. Alors le problème, il n'est pas tellement grave pour le Shabbat, parce qu'on pouvait dire, bon, ben, on fait le Shabbat une journée, et puis le lendemain, la deuxième journée, comme on fait un peu Yom Tov Sheni chez le Galouyot, on peut faire la Khumra, ne pas faire de Melachot le deuxième jour, etc. Le problème s'est posé, puisqu'ils sont arrivés en 41, pour le Yom Kippour, qui est arrivé un peu plus tard, à l'automne 41, l'année Tafshin Bet, comment dire, le Tishré Tafshin Bet. Là, c'est plus embêtant parce que pour Kippour, on ne peut pas faire 2 jours de somme l'un après l'autre. Et donc, ils envoient à nouveau un télégramme en Eretz Israël pour savoir quoi faire. Et alors, d'un côté, c'est plus embêtant comme question, mais d'autre côté, c'est, comment dire, un peu moins embêtant la question, parce qu'entre-temps, une bonne partie de la yeshiva a déjà quitté le Japon. Ils sont arrivés à Shanghai après 9 mois, et là-bas, il n'y a plus de problème, parce qu'on est véritablement sur le continent, et même d'après le Chazon Ish, ça reste l'extrême-orient. On est déjà passé un peu plus à l'ouest, donc on est effectivement au début de la journée, tel qu'on a, ça reste le Shabbat qui tombe samedi, et tout va très bien. Malgré tout, il reste certains qui sont encore là-bas, et donc ils envoient un télégramme pour ceux qui sont encore à Kobe, au Japon. Et en septembre 41, donc, le Rav Herzog, qui est, comment dire, le Rav Arashi en Eretz Israël, rassemble comment dire, une assemblée de rabbanim et qui dit, ben, vous faites comme ça a toujours été pratiqué, le jour de Yom Kippour, comme comment dire, ça devait tomber un mercredi cette semaine-là, suivant les journées qui sont, comment dire, au Japon, chez les non-juifs, c'est exactement le même système. Mais en parallèle, parallèlement à cette assemblée de rabbins et du Rav Herzog, qui est le Rav Arashi, eh bien, les disciples du Chazon Ish reçoivent un autre télégramme qui vient du Chazon Ish cette fois, et qui leur dit non, non, le Yom Kippour tombera pas le mercredi, mais tombera le lendemain, toujours d'après ce principe, on va l'expliquer dans le détail, et il leur dit Ichlou beyom revi, mangez le mercredi, ve'al tachushu les shum davar, et ne faites attention à rien d'autre. C'est ça, comment dire, l'opinion exacte. Et alors, bon, on dit, comment dire, certains ont même essayé de faire 2 journées de Yom Kippour pour essayer de satisfaire les deux opinions. Entre parenthèses, à ce moment-là, Varaftig est lui-même en voyage, comment dire, quitte le Japon en bateau pour arriver aux États-Unis avant de revenir en Israël. Et dans le passage justement du Japon aux États-Unis, donc au moment où il traverse comment dire, la ligne de comment dire, démarcation de la date universelle, comment dire, Varaftig lui-même à titre personnel a fait 2 journées de Shabbat. Il y a eu une fameuse photo connue où on le voit, on le voit pas, on voit sa femme, son fils, qui sont pris en photo sur le bateau, mais c'était un jour de Shabbat et Varaftig n'avait pas accepté de se faire photographier à ce moment-là. Voilà, alors je dresse le cadre général, mais c'est un problème halakha très important, c'est où passe au niveau de la halakha la ligne de la frontière où le temps, justement, change, où la journée change. Et ça a des retombées pour la journée du Shabbat. Quel jour on pratique? Est-ce qu'on est vendredi ou on est samedi? Est-ce qu'on est Shabbat ou on est dimanche? Quand est-ce que le jour change?
C'est-à-dire que pour tout le monde, le soleil se lève, le soleil se couche, et on a au coucher du soleil une journée qui est passée. La question, c'est quelle journée qui est passée? Est-ce que c'est la journée d'avant ou la journée d'après? Donc on a le Shabbat Yom Tov, mais on pourrait poser la question de manière encore plus générale, et comment dire, presque on pourrait arriver à certains absurdes, par exemple pour mettre les téphilines ou faire la prière. Et si quelqu'un, par exemple, fait la prière de Harvit, mardi soir, la veille du Leil Revi'i, la veille du mercredi, et le lendemain matin se lève et fait la prière de Shachrit avec ses téphilines en Australie. Et ensuite, il passe aux États-Unis. Le passage de l'Australie aux États-Unis lui fait en fait revenir une journée en arrière. Et étant donné qu'il est revenu une journée en arrière, il va se retrouver le mercredi, le mardi. Il est parti le mercredi, mais il va se retrouver le mardi. Est-ce que quand il arrive maintenant le mardi soir, il doit refaire une deuxième fois la prière du mercredi? Est-ce qu'il doit remettre les téphilines pour le mercredi matin? Alors on pourrait dire, bon, mais là, c'est pas lié au nom de la journée. Chaque journée qui commence doit être avec les téphilines. Mais on pourrait avoir d'autres questions. Quand est-ce il fait les pratiques du loulav, manger la matzah pour Pessah, lire la Megillah pour Purim, la Sephirat HaOmer, même si là-bas aussi on pourrait dire, la Sephirat HaOmer, c'est une question de compte des journées. Donc peu importe la date exacte, on a compté, il y a une journée qui est passée. Oui, mais on peut revenir en arrière. Vous voyez, le problème, c'est un problème très important qui, d'ailleurs, vous allez voir dans un instant, comment dire, un problème universel. Tout le monde l'a traité parce qu'il a posé un problème à partir du moment où on a pu voyager de cette façon-là. Et on pourrait après faire de manière plus générale comment compter les journées, par exemple, quand on doit faire 7 jours de Sheva Brachot, lorsqu'on doit compter la Berit Mila. Est-ce qu'on dit maintenant on est revenu une journée en arrière ou est-ce qu'on n'est pas joué? Est-ce que c'est 8 jours en comptant des journées indépendamment de ce passage? Le Pidyon Aben, oui. Les retombées halachiques sont nombreuses, même si le point essentiel qui a été traité, c'est pour Kippour et pour la journée du Shabbat, puisque c'est quelque chose d'hebdomadaire qui doit être compté en fonction d'une certaine journée de manière très simple. Alors j'explique le contexte au niveau comment dire, du phénomène, je dirais, du globe terrestre. La chose est très simple. Mettons on se trouve au moment de la Shkia, du coucher du soleil, en Eretz Israël. Le coucher du soleil se couche ici, en Israël. Si jamais on se déplace 90 degrés vers l'ouest, on arrive presque aux États-Unis, eh bien, le soleil ne s'est pas encore couché. En ayant passé 90 journées à l'est, on est remonté presque 6 heures en avance. On est donc à Hatzot Hayom. On est à midi, 90 degrés à l'ouest. Si on continue à avancer encore toujours vers l'ouest, eh bien on se retrouve encore plus tôt. Le soleil n'est même pas commencé, commence à se lever. Lorsque le soleil se couche en Eretz Israël, si on se trouve 180 degrés de l'autre côté, par l'ouest, eh bien le soleil est au lever du soleil, puisqu'il y a une journée entière pour faire la moitié du tour du globe terrestre. Si on continue, on arrive maintenant à 90 degrés, on a fait un tour comment dire, à l'est d'Israël, mais en passant par l'ouest, on se trouve encore 6 heures en arrière. C'est-à-dire, on n'est plus maintenant au lever du soleil, on se trouve à minuit, au milieu de la nuit. Si on continue à faire le tour encore un peu plus, on se retrouve en Eretz Israël, mais cette fois-ci, un jour avant. Le jour n'a même pas commencé, puisqu'on a fait à chaque fois 90 jours. Donc, en fait, dans un endroit particulier, eh ben, la définition de la journée peut dépendre de la façon d'être arrivé à cet endroit. Si on est arrivé par l'est ou si on est arrivé par l'ouest, puisqu'en fait on pourrait dire la même chose, sur le même endroit, si on a fait le tour à 90 degrés par l'ouest, on est, comment dire, c'est toujours, on est à l'Ashkia, en Eretz Israël. On passe par l'ouest, on arrive à 90 degrés, à 180 degrés, de l'autre côté, eh bien, on se trouve là le matin à la Zrichat à Hamar, le délevé du soleil de cette même journée. Mais si jamais on était passé par l'est, on se retrouverait cette fois-ci à la Zrichat Shemesh du jour d'après. C'est quelque chose qui est important et qui, comment dire, si on se trouve par exemple dans une ligne qu'il faudrait déterminer, cette ligne-là dans laquelle le jour change, et là où se trouve l'extrême orient, le début de la journée à l'extrême est et qui se trouve de l'autre côté de la ligne à l'extrême ouest en fait, où le jour, en fait, on devrait le prendre comme considération. C'est un globe, donc il n'y a rien, comment dire, a priori naturel pour nous dire c'est là que ça commence. Toute ligne peut déterminer cet endroit-là. Mais si on réfléchit sur cet endroit-là, ben c'est embêtant. Parce qu'en fait, l'endroit qui est proche de cette ligne-là, on pourrait avoir dans un même endroit différentes positions. Est-ce que cet endroit-là, si on passe d'un côté à l'autre côté de la ligne, est-ce qu'il s'agit de quelques degrés plus à l'est, ou est-ce qu'il s'agit de presque 360 degrés par l'ouest, en faisant le tour
par l'autre côté. Et il y a 24 heures de différence entre les deux côtés de cette ligne-là. Du coup, plus simplement, si on définit une certaine ligne, eh bien, quand on la traverse d'un côté à l'autre, on passerait soit 24 heures en arrière, soit 24 heures en avant lorsqu'on a passé cette journée-là. C'est quelque chose d'intéressant. Lorsque le soleil éclaire sur cette ligne, eh bien, en fait, on a différentes personnes. Il y aurait quelqu'un qui se trouvait pour l'un à midi, puisque le soleil est au zénith du côté de l'ouest d'une journée, et puis dans l'autre, il est à midi du jour d'avant, puisqu'il est, comment dire, le soleil n'est pas arrivé, s'il se trouve plus à l'ouest. Cette question-là a été très, très, très réfléchie depuis qu'il y a possibilité, d'abord qu'on a compris comment dire, la constitution de la marche des astres, et en plus du moment où les hommes ont commencé à voyager et à pouvoir faire justement le tour du monde. On a déjà Rabbi Yosef d'El Medigo, qui est un chacham de Crète à l'époque de Galilée, qui a étudié chez Galilée lui-même, et qui présente dans un livre, il a écrit un livre sur l'astronomie, il y a un paradoxe. Trois personnes peuvent se trouver au même endroit et sont à 3 jours différents. Il y en a un qui n'a pas bougé, il y en a un qui a fait le tour 360 degrés par l'ouest, il y en a un qui a fait le tour par l'est, l'un se trouve vendredi, l'autre se trouve Shabbat et l'autre se trouve dimanche. Mettons que celui qui n'a pas bougé, il est Shabbat. Si quelqu'un a fait le tour par un côté, il est revenu en fait 24 heures en arrière, il se trouve maintenant vendredi, et celui qui a fait le tour par l'autre côté, il se retrouve maintenant le jour du Shabbat. Voilà la question qui est posée et qui a eu des retombées. Tout le monde la connaît, cette question-là, pour, comment dire, j'allais dire, sous forme littéraire, parce qu'on a eu dans le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, au 19e siècle, 1872, eh ben, ce problème qui est là, puisqu'à la fin du pari de Phileas Fogg, il retourne, il a comment dire, une journée il a comment dire, de retard par rapport à son pari, mais malgré tout, comme il a fait le tour du bon côté, eh ben, il arrive malgré tout avant comment dire, l'heure décisive, il a gagné son pari. Cette question-là, d'ailleurs, s'est posée de manière réelle, c'est pas simplement une fiction de Jules Verne, puisque Magellan, qui le premier justement fait ce tour du monde en 1522, après son tour du monde, au retour en Espagne, c'est pas Magellan lui-même, mais son bateau arrive un jour après, puisqu'ils ont fait le tour du côté qui lui fait gagner une journée, un jour plus tard après avoir fait le tour. Jules Verne lui-même, après avoir écrit le tour du monde en 80 jours, dans une conférence qui tient sur les méridiens et sur le calendrier en 1873, un an après, il raconte comment il faudrait résoudre ce problème-là, inspiré par comment dire, une nouvelle ou un texte de Edgar Poe qui s'appelait La semaine des 3 dimanches, qui est écrit une vingtaine d'années avant. Et la semaine des 3 dimanches, c'est le même problème. Il peut avoir une semaine, suivant qu'on passe d'un côté ou de l'autre côté, il y en a un qui n'a pas bougé, on aurait 3 jours de dimanche qui se suivent l'un après l'autre en fonction des personnes. Alors, pour résoudre le problème au niveau universel, cette question-là qui est nécessaire pour les déplacements, qui est nécessaire pour la compréhension, comment dire, pour les voyages, il y a eu quelque chose qui a été fait, puisque en 1884, il y a eu une conférence internationale à Washington où on a décidé la ligne du jour qui commencerait, la date qui changerait, à 180 degrés éloigné du méridien de Greenwich. Greenwich se trouve à une certaine heure. Le jour commence, c'est le point c'est le point de référence. Et quand on passe comment dire, à 180 degrés de l'autre côté en fait, du globe, eh bien, on se trouve à ce moment-là dans la ligne du méridien, la ligne internationale où le jour change. Pourquoi c'est Greenwich qui a accepté? D'abord, déjà, l'Empire britannique avec, comment dire, avec toute sa flotte, représente 2 tiers de la flotte mondiale qui l'utilise depuis longtemps, cette ligne de, comment dire, à 180 degrés du méridien de Greenwich. Les trains aux États-Unis l'ont déjà comment dire, accepté bien avant, et donc tous ces différents fuseaux horaires. Et donc, en fait, il y a un peu de comment dire, l'esprit britannique, la pratique, comment dire, le côté plus facile, on reste dans cet état d'esprit. Puis ça tombe aussi facilement, parce qu'à part une petite rectification dans le détroit de Bering, ça tombe au milieu de l'océan Pacifique, donc ça ne dérange pas grand monde, puisque c'est au milieu de l'océan. On n'a pas le problème qui va se poser, c'est-à-dire d'un continent qui est partagé, où on passe d'un côté à l'autre sur une terre sèche, et on changerait de journée. Et du coup, on a fait le déplacement justement du détroit de Bering pour avoir l'Alaska entièrement d'un côté et comment dire, de l'autre côté qui soit une autre journée. Entre parenthèses, il y a quand même comment dire, dans cette ligne du méridien de Greenwich, j'allais dire comment dire, une référence
séfarades ou des juifs d'Algérie, parce que le méridien de Greenwich passe très exactement entre Mascara et Sidi Bel Abbès. Donc ceux qui veulent pas que ce soit l'esprit anglais qui les définisse, mais c'est plutôt le peuplement des juifs d'Algérie, Mascara, Sidi Bel Abbès, on connaît, ça c'est de chez nous, et du coup, c'est là qu'on arrive à, comment dire, à voir, c'est la même ligne qui passe le méridien de Greenwich. Voilà, bon, tout ça c'est pour le côté G universel. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'on en dit dans la Torah? Et comment les Chachamim approchent un problème pareil? Et c'est un problème extrêmement difficile, extrêmement, comment dire, élaboré, qui a suscité des œuvres entières sur cette question-là. Comment fixer la frontière où le jour passe, comment dire, d'un jour à l'autre. Et cette question-là a été, comment dire, développée sur la base d'un certain passage essentiellement de Masechet Rosh Hashanah, puisque dans Masechet Rosh Hashanah, on nous parle de la journée, on nous parle de la façon de considérer comment comment dire, le calendrier est fait, et en particulier un passage très difficile, que je ne vais pas étudier avec vous dans le détail parce qu'il est, comment dire, il est extrêmement complexe, du livre du Kuzari. C'est très intéressant parce qu'on prend en général le Kuzari comme étant Rabbi Yehuda Halevi dans un livre de philosophie, de pensée juive, etc. Mais il a aussi quelques éléments qui nous ont contribué, le Kuzari, à expliquer son opinion sur le problème de la référence fondamentale où le temps commence, où la frontière du temps commence, et ensuite le Rabbi Zerachia Halevi, le Baal HaMaor, qui poursuit cette idée-là, et qui ensuite, ces deux textes-là sont extrêmement débattus, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, etc. Alors, quelles sont les opinions au niveau juif là-dessus? Je vous ai dit tout à l'heure, 2 télégrammes sont arrivés d'Eretz Israël, etc. Première position, je dirais la plus classique, celle qui finalement a eu, comment dire, a été la conclusion au niveau de, comment dire, de la majorité des gens, c'est de garder le Shabbat le jour du samedi, comment dire, au Japon notamment, c'est celle de Rabbi Yechiel Michal Tikochinsky, le même jour en question, il ne faut pas repousser d'une journée. Il dit, premier point, d'abord, il faut qu'il y ait une ligne de démarcation pour le temps, où le temps commence, la journée commence par rapport à une autre. C'est important parce que vous allez voir tout à l'heure, il y a certains qui disent, mais non, il n'y a peut-être pas besoin, Michal, de parler de ligne. Ce serait intéressant de voir comment on peut organiser ça sans parler de ligne. Mais en tout cas, ils disent, il faut premièrement une ligne. Et deuxièmement, eh bien, le point, comment dire, il y a une ligne qui est appelée le centre du monde et qui se trouve en fait, on la prend de l'autre côté, opposé au centre du monde. Et si le centre du monde, c'est Eretz Israël, c'est Yerushalayim, eh bien notre ligne de démarcation passe à 180 degrés opposé à Yerushalayim. Yerushalayim est au centre, c'est très logique, Eretz Israël et Yerushalayim. On considère, au lieu de prendre Greenwich, on prend Yerushalayim, ça déplace un petit peu comment dire, un peu plus loin cette ligne internationale, mais on reste malgré tout dans l'océan Pacifique, donc ça ne change pas les données comment dire, universelles, et on se trouve là-bas, au milieu de l'océan Pacifique, à 180 degrés d'Yerushalayim, c'est là-bas que la journée commence. Du coup, le Japon est avec l'extrême-orient, avec la Chine et avec tous les... Et donc c'est là où le jour commence, et l'Australie, de la même manière, se trouve de notre côté. C'est la position, je dirais, la plus simple, et qui est globalement établie parce qu'elle ne change pas le calendrier des nations. Donc on garde la même semaine telle qu'elle est pratiquée jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui voyagent en général suivent cette position-là. L'opinion du Chazon-Ish est très surprenante. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Chazon-Ish repousse cette idée-là de faire 180 degrés par rapport à Yerushalayim. D'abord, il dit que Yerushalayim soit au centre ne signifie pas qu'il faut qu'il y ait 180 degrés d'un côté ou 180 degrés de l'autre côté. D'après sa lecture du livre du Kuzari, et tout à l'heure j'expliquerai comment on est arrivé là, c'est 90 degrés à l'est de Yerushalayim et 270 degrés de l'autre côté, en fait, par rapport si on passe par l'ouest. Donc 90 degrés à l'est de Yerushalayim, c'est ça la ligne de démarcation qui fait passer le temps. Et c'est là-bas que commence l'extrême orient ou la fin de l'extrême occident. Le problème, c'est que cette ligne des 80 degrés, donc est à mi-chemin avant la ligne des 180 degrés, elle se trouve en plein continent, en pleine Chine, je dirais, elle coupe au milieu. Et du coup, on a au milieu d'un continent une ligne qui sépare, et on se trouverait, comment dire, à l'ouest de cette ligne, à l'extrême orient, donc on est dans la journée qui commence, mais à l'est de cette ligne, on est encore à la fin de l'Occident, on est à la fin de l'ouest comment dire, du monde, et donc on n'a pas encore commencé la journée. C'est le dernier moment dans lequel la journée arrive, puisque la ligne passe à cet endroit-là. Ce qui demande pour le Chazon-Ish quelque chose d'impossible, parce que quelqu'un se trouverait sur cette ligne-là de manière exacte, aux 180 degrés de Jérusalem, mais il suffirait de passer d'un côté à l'autre. Mettons qu'il est le jour du Shabbat, il traverse la ligne, et il se trouve déjà le lendemain, le dimanche. Donc, le Shabbat passerait comme rien du tout. Ce serait quelque chose d'inimaginable. Alors là, il y a une rectification du Chazon-Ish sur cette position-là. Il dit oui, mais malgré tout, la ligne passe sur le continent,
Mais comme on ne peut pas avoir sur une même terre deux positions différentes, il faut que ce soit dans un endroit. Donc, malgré tout, le continent continue à suivre jusqu'à la limite du littoral. Et donc, en fait, on a cette ligne qui passe, mais on la dévie en fonction de la ligne du littoral. Donc, malgré tout, toute la Chine se trouve encore rattachée à l'extrême orient. Mais dès qu'on a passé la mer, et donc du coup, le Japon qui se trouve sur une île, ah ben lui, il n'en fait pas partie. On déplace cette ligne-là, donc on garde la ligne à 90 degrés, on la déplace un peu plus à l'est pour suivre malgré tout le littoral, pour qu'on n'ait pas sur la Chine elle-même, dans le continent lui-même, une partie qui est d'une journée et une partie qui est de l'autre journée, pour garder malgré tout une unité de ces journées, et on arrive, on continue après, comment dire, dans la mer, à avoir le jour qui est après. Et du coup, le Japon, bah, il se trouve le lendemain. Le Japon, c'est comme les États-Unis, c'est l'extrême ouest, c'est pas l'extrême orient. Entre parenthèses, il y a même une position, alors là, qui est un peu, comment dire, beaucoup plus, comment dire, surprenante, qui dit non, non, on trace la ligne sur le continent, 90 degrés de Jérusalem, et on va sur ces 90 degrés. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une partie à droite, une partie, comment dire, sur le même endroit, deux positions différentes. Rabbi Israël Shapira de Tcharkov, qui a cette position-là. On avait après un grand chacham, Rabbi Aaron Zimmerman, qui a longuement débattu, un des grands chachamim, sur cette question-là. Et même le Rav Shelouch de Netanya avait aussi traité cette question-là en disant c'est 90 degrés qui tranchent la Terre, comment dire, à son milieu. Alors, je reviens sur les positions essentielles. Rabbi Yechiel Michalki Koczynski nous dit, d'après Rabbi Yehuda Levi, c'est aussi 180 degrés. La lecture des 90 degrés, comme a dit le Chazonish, à l'est de Yerushalayim, qui coupe en fait l'Alaska en milieu, pardon, les 180 degrés coupent l'Alaska au milieu. Il faudrait éventuellement rectifier le détroit de Bering. Mais ce qu'a dit Rabbi Yehuda Levi a un argument très clair et très simple. Il dit, mais Rabbi Yehuda Levi, quand il a dit 90 degrés, c'était dans une vision du monde dans laquelle il n'y a pas l'Amérique à prendre en compte, dans lequel les continents, ben, ça va jusqu'à l'extrême, comment dire, occident, ben, c'est la fin de l'Europe et de l'Afrique, ça c'est ce qu'on connaît pour nous, les Amériques ne sont pas découvertes, et on a à l'extrême orient, ben, on arrive jusqu'à la fin, c'est la Chine, comment dire, le monde dont on parle, c'est ce monde-là, avec les îles qui continuent, pas au-delà de tout ça. Et du coup, lorsqu'on prend effectivement, lorsqu'il parle de ces 90 degrés, ça reste le centre du monde, puisqu'on a éliminé la moitié du globe qui est de l'autre côté, où il y a le continent américain. Et donc, sur cette partie-là, si on prenait les 180 degrés, c'est pas exactement ce chiffre-là qui passerait, on aurait à 90 le début de la journée qui se termine de l'autre côté. En fait, de passage, j'irais, de l'extrême au niveau du continent, de la Chine, de l'Asie, extrême orient. Après, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de rien, donc il n'y a pas de temps aux yeux de Rabbi Yehuda Levi. Voilà l'argument du Rav Tikoczynski. Et donc, du coup, en fait, le monde est traité comme les 180 degrés de l'Est à l'Ouest, et on coupe au milieu, et on aurait Yerushalayim exact. Vous allez voir tout à l'heure, il y a une petite rectification, mais c'est à peu près ça l'idée. Entre parenthèses, ça donne un avantage aussi, d'après cette idée-là, qui a été ramené par un des grands chachamim du 19e siècle du Loir, qui s'appelle le Rav Slonimansky, Rav Chaim Zelig Slonimansky, qui a dit ben, c'est bien parce que si jamais c'est Yerushalayim et qu'on a juste ces 180 degrés, ben, on a dans tout le temps, chaque endroit du monde a au moins 12 heures communes de Shabbat avec Yerushalayim. Puisqu'en fait, on a 12 heures d'un côté, 12 heures de l'autre côté, donc c'est très bien. On aurait en permanence, avec Yerushalayim au centre, au moins 12 heures communes avec Yerushalayim. Voilà à peu près le principe. Il y a une troisième position quand même à évoquer, et qui est pas moins intéressante, c'est celle du Rav Kasher. Le Rav Menachem Kasher qui a commencé à traiter cette question-là déjà en 1926. On a les premiers traitements. Le Rav Kasher a écrit une encyclopédie des Chachamim sur la Torah qui s'appelle Torah Shelema. Et lui, son opinion est la suivante. La limite, ce qui détermine le temps, eh bien, c'est là où les hommes, et vous retenez, cette formulation est très importante pour tout ce qui va suivre, c'est là où les Juifs arrivent. Eh bien, lorsque quelqu'un arrive et marche vers l'Est, il continue à porter son propre temps. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit où il a créé le premier peuplement à cet endroit-là, il porte en lui sa détermination du jour. S'il est venu par l'Est, eh bien, il continuera à faire partie de l'Est. S'il est venu par l'Ouest, il fera partie de l'Ouest. Et il dit, et il faut malgré tout cette ligne-là, celle dont on parlait, les 180 à partir d'Yerushalayim, oui, mais il dit, ça ne marche pas comme ça. C'est très simple. Il y a la ligne internationale, là où elle passe. Si un bateau quitte la côte américaine pour aller vers le Japon, et bien tant qu'il n'est pas arrivé au Japon, il continue à rester un bateau américain. Arrivé au Japon, il arrive dans un endroit où des Juifs sont arrivés par l'Est,
et bien du coup, il devra, comment dire, par l'ouest vers l'est, et bien du coup, il devra prendre le temps qui se trouvera au Japon. Inversement, si quelqu'un quitte l'Australie pour arriver vers les États-Unis, il est sur son bateau, il garde son temps australien jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis. Et quand il débarque là-bas, on lui dit, mais il y a déjà des communautés juives qui habitent ici et qui ont une autre journée, donc il passera à ce moment-là à réadapter le temps. Tant qu'il est sur le bateau, il ne va pas changer de jour en plein milieu. Comme on dit, lorsque l'on passe cet endroit-là, eh ben, le capitaine vous dit, ben, changez maintenant vos heures, vous passez une journée en arrière, une journée en avant, en fonction du temps. Voilà la position du Rav Kasher et qui a beaucoup comment dire, d'importance puisqu'elle attribue la définition du temps par la définition du peuplement, c'est-à-dire des personnes, des juifs qui arrivent à certains endroits. Alors, pour reprendre le point à ça au départ, le premier qui a parlé de cette question, avant qu'elle ne devienne même d'actualité véritable, mais en tout cas qu'elle commençait à être d'actualité, c'est un chacham d'Italie, qui est très peu connu parce qu'on le connaît que pour en fait, une œuvre qui traite du calendrier, Machar Chodesh, qui s'appelle Rabbi Moshe Chaim Rimini, et il a écrit en 1794, c'est donc la fin du XVIIIe siècle, on commence déjà à faire des tours du monde, et du coup, comment on va traiter cette question-là pour celui qui passe d'un côté à l'autre côté, cette frontière, est-ce qu'il y a une frontière du temps? Et il fixe que tout dépend de la direction de là où on est venu. Si on est venu par l'ouest ou si on est venu par l'est, comme je disais dernièrement. Voilà le premier point. Et il y a d'ailleurs sur cette question-là une source encore plus ancienne qui nous explique comment on crée le Shabbat. Alors, elle est posée par un des plus grands piliers de la psycha de la halacha, c'est Rabbi David Ben Zimra, le Radbaz, qui est peut-être l'un des chachamim qui a écrit le plus de Shelot ou Tshuvot, qui, au XVIe siècle, a comment dire, traité d'une question ou a longuement élaboré une question qui se trouve dans la Gemara. Il dit que c'est une question sur laquelle beaucoup comment dire, ont été perplexes dans cette question, ne serait-ce que théorique, même avant qu'on puisse faire le tour du monde dessus. Et il dit, à mon opinion, c'est que le Shabbat a été donné à chacun du peuple juif. C'est-à-dire que chaque juif a responsabilité du temps du Shabbat. Ce n'est pas quelque chose qui existe indépendamment de l'homme, on doit pratiquer telle ou telle chose, comme on l'a aujourd'hui, puisque le calendrier nous est donné. Il dit non, non, chacun a cette responsabilité. Il dit d'où on le sait, parce qu'il écrit dans la Torah, Ki ot hi beni uvelechem. Voici un signe, une alliance entre moi, Kadosh Baruch Hu, et vous, le peuple juif. Et de la même manière que c'est une alliance qui fait participer et à Kadosh Baruch Hu et le peuple juif, eh bien du coup, le Shabbat est donné à chacun suivant l'endroit où il se trouve. Il compte normalement 6 jours et ensuite il constitue le jour du Shabbat. La base de cette position-là est basée pas sur la question de la ligne de démarcation du temps. Je l'ai dit tout à l'heure, au XVIe siècle, il était en Égypte et en Eretz Israël et en Égypte surtout. Alors, la base de cette position-là est comment dire, basée sur un passage du Talmud. Quelqu'un qui se trouverait dans le désert, il faudrait qu'on en parle séparément de ce sujet, quelqu'un qui se trouve dans le désert, qui a perdu le compte des journées, il a été, comment dire, il ne sait plus si on est lundi, mardi ou mercredi, jour de la semaine, qu'est-ce qu'il devra faire? Alors on dit, bah, il compte un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Lorsqu'il arrive au 7e jour, il fait le jour du Shabbat. C'est plus complexe que ce que je dis maintenant, mais globalement, l'idée qui est derrière, c'est que on pratique un certain souvenir du Shabbat, même si ce n'est pas le véritable Shabbat, comment dire, objectif et réel, mais pour malgré tout garder 6 jours et un 7e jour. C'est plus complexe que ça. En tout cas, sur cette base-là, le Radbaz nous dit, donc vous voyez, on calcule le Shabbat en fonction de celui qui calcule le Shabbat, qui vit. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique une autre chose, c'est que tout le peuple juif ne fait pas le Shabbat au même moment, puisque chaque juif fait le Shabbat au moment de son soleil, du coucher du soleil, etc. Mais puisque le coucher du soleil change en fonction des endroits où le peuple juif arrive, donc on ne le fait pas au même moment. Et on ne le fait pas au même moment, c'est pas grave. Il y a même quelqu'un qui suit cette idée-là en rajoutant un élément, Rabbi Moshe Hagiz, dans son livre Mishnat Rachamim, il écrit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il fait le Shabbat avec chaque kahal et kahal. Le kahal qui commence le premier le Shabbat, le kahal qui continue, Akadosh Baruch Hu accepte, suit la définition du temps qui est donnée par les différentes communautés. Bechol Moshevotechem, dans chaque endroit où vous habitez, vous ferez le Shabbat suivant l'endroit. Et si vous le faites suivant l'endroit, ben, ce ne sera pas le même qu'un autre endroit. Et Akadosh Baruch Hu participe de tous ces endroits-là, puisque Akadosh Baruch Hu est au-dessus du temps. Akadosh Baruch Hu a tous les temps en même temps pour lui. Donc à tous les Shabbats pratiqués par le peuple juif, même si jamais pratiquement, ben, ça se déroule presque sur 2 journées, puisque entre le premier qui a commencé, celui qui va finalement finir le dernier Shabbat, il y a plus que simplement 24 heures.
Rabbi Yosef Shaul Netenzon, qui continue cette idée-là, il dit voilà pourquoi on dit Ram Mekadesh Sheviri. Ça veut dire quoi, Ram Mekadesh Sheviri? Ce qui sanctifie le septième jour. Oui, mais le septième jour, on n'a pas besoin de le sanctifier, il est donné. Les Yomim, les Racher Chodashim, c'est le Beddin qui les fixe. Donc les Yamim Tovim, les Moradim, les fêtes sont fixées d'après le Beddin. Donc effectivement, il y a comment dire, le Kiddush à Chodesh, les Beddin fixent le temps. Et en fonction du mois, on va fixer les journées de Rosh Hashanah, de Pessah, de Sukkot, etc. Donc on peut dire effectivement que c'est les hommes, le Beddin, qui fixe le temps, le mois, pour pouvoir décider des fêtes. Mais pour le Shabbat, on ne le fixe pas. Le Shabbat est quelque chose qui est déterminé depuis la création du monde et qui se renouvelle 7 jours à chaque fois depuis le début du monde. Quelque chose qui continue indépendamment du compte des hommes, indépendamment de rien. Donc si le Shabbat continue, pourquoi on nous appelle Mekadesh Sheverit? Réponse du Rav Netenzon, ben c'est pour ce même principe. C'est que ce n'est pas simplement quelque chose d'objectif, c'est quelque chose dans lequel les hommes participent, puisque là où ils se trouvent, ils font la définition du temps suivant l'endroit de leur lever du soleil, ou surtout de leur coucher du soleil, qui fait que la journée se termine à cet endroit. Le Rav Zevin, qui donne un aspect un peu, une idée un peu chassidique derrière toute cette idée-là, il dit en fait, c'est comme s'il y a une adaptation entre l'action de l'homme et la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un temps, comment dire, absolu, en dehors du monde, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu s'adapte à chaque personne, donne la, comment dire, à chacun la possibilité de participer au temps absolu, objectif. Il y a quelque chose de subjectif qui est accepté par chaque communauté dans l'endroit où il se trouve. On n'a encore pas résolu le problème, mais ça nous fait avancer d'une certaine manière là-dessus. Entre parenthèses, il y a certains qui ont repoussé l'idée du Radbaz en disant non, le Radbaz nous parle nous explique pas le passage de la journée, quand est-ce qu'elle change, mais c'est pour nous expliquer pourquoi les communautés ne font pas toutes le Shabbat au même moment. Pourquoi est-ce qu'on commence le Shabbat à partir de moment? On aurait pu imaginer, par exemple, qu'on fixe le Shabbat en fonction d'Eretz Israël. Et puis dans le monde entier, on demande quand est-ce que le Shabbat a commencé, l'heure d'Eretz Israël, et en fonction de ça, on aurait pu imaginer que c'est le Shabbat objectif du monde. Non. Pourquoi c'est le Shabbat de chaque endroit, Bekol Moshvotechem? Parce qu'on voit en fonction du coucher du soleil l'endroit où on se trouve. Mais ce n'est pas obligatoirement de là, il faudrait déduire là où se trouve la ligne. En fait, cette question-là pose une question essentielle. C'est est-ce qu'il y a, comment dire, la Terre est un globe, c'est une sphère. Donc si jamais c'est une sphère, eh bien, est-ce qu'il y a un centre sur cette sphère, pas le centre de la sphère, mais sur comment dire, l'enveloppe de la sphère? Est-ce qu'il y a un endroit qui est le centre? Est-ce qu'on peut parler de ce centre-là? Est-ce qu'on peut parler du bout du monde? Ben oui, ben le bout du monde, c'est relatif à la première partie. Donc, est-ce qu'on pourrait dire le Shabbat est là? Est-ce qu'il y a une ligne dans le monde? Non, tous ces fuseaux horaires sont des choses arbitraires. Qu'on ait pris Greenwich ou on ait pris autre chose, pourquoi définir cette chose-là? Alors, on peut dire non, Yerushalayim, c'est le centre du monde. Tabour Haaretz, il y a beaucoup de définitions de ça. C'est là qu'Adam Arishon a été créé. C'est là de Yerushalayim que l'ensemble du monde. On nous dit Eretz Israël, Gavoa Mikol Haratzot. C'est quoi cette idée de Gavoa Mikol Haratzot? Il ne s'agit pas de la dénivellation par rapport, comment dire, on a des montagnes plus hautes que Yerushalayim. Ah oui, mais ça veut dire qu'en fait, la manière de voir le monde, c'est comme si Yerushalayim se trouve au-dessus. Ben, le Rav Kesher nous dit, mais non, tout ça n'a pas de sens. Lorsqu'on nous parle du centre du monde, lorsqu'on nous parle de la Terre est plus élevée, c'est au niveau spirituel, c'est au niveau moral, c'est pas au niveau physique, c'est pas dans la géographie ou dans quelque chose de pareil. Donc en fait, c'est pas nécessaire que le Merkaz, ce centre-là, se trouve effectivement à 180 degrés d'un côté ou 180 de l'autre côté. Surtout que d'ailleurs, lorsqu'on voudrait parler d'un centre, il y a différentes manières de parler. On peut parler de moyenne, on peut parler de médiane, c'est pas du tout la même chose. Vous savez qu'en statistique, par exemple, on a des indicateurs de tendance qui nous parle justement de tendance centrale, le centre, mais qui n'est pas nécessairement fait d'une moyenne, mais nous parle de la médiane. C'est qu'on compte toute la population, on compte, je veux dire, la moitié de la population d'un côté, la moitié de la population de l'autre côté. Et on parle comment dire, de l'élément qui se trouve en son centre. Il est médian. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est comment dire, à mi-chemin entre les deux extrémités. Ouais, donc, lorsqu'on voudrait parler de quelque chose de central, ça ne peut pas nécessairement parler de 180 de Yerushalayim. Et c'est là où se trouve la fin, comment dire, pour ceux qui sont à l'extrême orient ou à l'extrême occident. Voilà comment dire, le débat qui est derrière. Mais pour comprendre cette question, il faut revenir bien en arrière, en fait. Et bien en arrière, c'est parler du moment où le temps a commencé à être justement manifesté. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu crée le monde. Au moment de la création du monde, on arrive le 7e jour, le jour du Shabbat, d'accord. Mais pour calculer le soir et le matin, eh bien, à partir d'un certain moment, on a un élément. Les otot ou l'yamim ou le moradim, c'est qu'il y a le soleil et la lune qui sont présents, c'est-à-dire à partir du mercredi, le yom revi'i de la création du monde.
Et là, c'est un problème très intéressant qui, bien avant le problème de la ligne de démarcation du temps, de la frontière qui se trouve, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu crée le soleil. Donc, on a déjà la terre qui est créée, premier jour. On a déjà le ciel, Shabaïm et la terre, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. On a déjà les eaux qui se sont séparées, qui ont fait les continents, c'est le Yom Shelishi. Et le Yom Reviri, on a cette fois-ci la lumière qui existait de manière diffuse, se rassemble sur le soleil, la lune, les étoiles, etc. C'est le Yom Reviri de la Beria. Très bien. Donc maintenant, il y a un soleil qui porte la lumière qui va éclairer le monde. Et c'est selon ce soleil-là qu'on va pouvoir calculer le soir et le matin. Oui, mais le soleil, quand il est créé, ben, le soleil, c'est un globe, comme la Terre, c'est un globe, c'est une sphère qui émet de la chaleur. Où le soleil a été posé, disposé par rapport à la Terre, le jour du mercredi en question. On peut imaginer beaucoup de possibilités. Et je veux dire que toutes les possibilités presque ont été proposées par les Chachamim. Par exemple, on nous dit quand est-ce que le jour commence dans la conception de la Torah. Au soir. Le soir venu, c'est le jour, les journées se changent en fonction du soir. Ce n'est pas notre problème. La question, c'est de quel soir. Bon, alors si le jour commence en fonction du soir, tout le monde est d'accord là-dessus. Eh bien, si on prend Eretz Israël comme référence, donc le mercredi, au moment où Eretz Israël rentre dans son soir, c'est le moment où la journée va commencer. Comment on va le savoir? Parce qu'il y a un soleil qui va se coucher. Donc, le soleil a été mis dans le monde de façon à ce qu'il soit au moment de la Shkia en Eretz Israël. Ah ben pour être dans la Shkia en Eretz Israël, c'est facile. Il faut qu'il soit, comment dire, à midi, en son zénith, donc posé dans le ciel, 90 degrés à l'ouest d'Eretz Israël. On a Rabbi Shabtai Donoulo, qui est un des grands chachamim du Xe siècle, 913-982, qui était à Oria, dans les Pouilles, en Italie, et qui était un homme à la fois de science, médecin et, j'allais dire, de Sod, puisqu'il a fait un commentaire du livre de la Yetzira, et il explique en disant, ben oui, le premier jour, le mercredi de la création, le soleil a été disposé à 90 degrés à l'ouest de Eretz Israël, de manière à ce qu'étant à 90 degrés à l'ouest de Eretz Israël, ben pour Eretz Israël, on le voit déjà se coucher. Et puisqu'il se couche, c'est la journée qui commence. Donc le début de Bereshit, ça commence en Eretz Israël, mais ça veut dire en fait midi, comment dire, pour le soleil où il est posé. Il a commencé avec la Shkiat Hachama ici. Voilà une position qui est donnée. Mais alors vous allez voir, on peut toutes les obtenir, puisqu'on a un peu plus tard, 14e siècle, à Tolède, un chacham qui s'appelle Rabbi Yitzhak Yisraeli, un des disciples du Rosh, un des fameux chachamim du Moyen-Âge, qui a écrit un livre qui s'appelle Yesod Olam, Rabbi Yitzhak Yisraeli, et il dit, mais pas du tout. Le soleil, si Eretz Israël, c'est au centre, eh bien, il faut parler pour Eretz Israël, le soleil à 180 degrés à l'opposé de Eretz Israël, de façon à ce que pour l'extrême orient, ce soit le début de la journée. On est toujours dans l'idée que le jour va commencer à l'extrême orient. Donc, pour qu'il commence à l'extrême orient pour le début de la journée, c'est la Zricha, il faut qu'il soit à 180 degrés de Yerushalayim à quelque chose comme le milieu de la nuit. Et donc, il dit, le soleil a été mis pardon, excuse-moi, au milieu de la journée. Et donc, en fait, il a été mis pour Eretz Israël à Chatzot al-Laïla en Eretz Israël. Si c'est Chatzot al-Laïla en Eretz Israël, à l'extrême à l'est, on a 90 degrés avant Yerushalayim, le début du jour qui se lève. Dans 6 heures, ça arrivera à Yerushalayim. Le soleil, pour arriver à ce que ce soit la Zrichat HaShemesh à 90 degrés, il faut qu'à 180 degrés, eh bien, on soit là-bas, le soleil en son zénith. Donc le soleil a été disposé exactement à 180 degrés de l'autre côté d'Yerushalayim. Voilà une deuxième position. On a un autre chacham, le petit-fils du Rosh, Rabbi Meir Al-Dabi, dans un livre qui s'appelle Shvile Emouna, 14e siècle toujours. Il est monté d'ailleurs à Yerushalayim. Il dit, mais non, il faut que ce soit pour le début de la levée du soleil à Yerushalayim. Pour que le soleil se lève à Yerushalayim le premier jour de la création du soleil, le mercredi, eh bien, il faut que le soleil soit disposé à 90 degrés à l'est de Yerushalayim. Donc le soleil a été mis à 90 degrés à l'est de Yerushalayim, et c'est ce qu'on voit comme étant le soleil poindre. Il est au zénith à 90 degrés Yerushalayim. À Yerushalayim, on voit le lever du jour et c'est le début d'une journée. Le jour commence par la Zricha. Et puis on a un autre chacham, peut-être un des plus importants au niveau du calendrier, qui est un chacham qui a énormément écrit sur tous les problèmes d'astronomie, Rabbi Avram Bar Hiya Nassi, au XIe siècle à Barcelone, et qui explique qu'il faut calculer de manière particulière. Dans le Rambam, on a 24 degrés à l'est de Yerushalayim, pas Yerushalayim même, et ces 24 degrés viennent de la rectification, si on prend Yerushalayim,
on n'a pas encore le globe terrestre, on a 90 degrés à l'est, 90 degrés à l'ouest. Oui, mais la Chine, ça va un peu plus loin que 90 degrés. On voudrait malgré tout obtenir la fin du monde qui se trouve au monde qui est au bout de la Chine. Donc du coup, on rajoute un peu plus à l'est, on déplace, le centre du monde se retrouverait à 24 degrés à l'est de Yerushalayim. Et en fonction de ça, on commence comment dire, la journée. En fait, si je résume un peu tout ça pour donner l'idée qui est derrière, que ce soit le temps commence par la Shkia Tachama, ça c'est la journée. Oui, mais le soleil lui-même, il se trouve à la Shkia. Il se trouve au moment où à Yerushalayim, c'est le minuit. C'est la minuit, c'est-à-dire le moment où on est véritablement comment dire, le plus sombre de l'obscurité. C'est là que véritablement le jour. Est-ce qu'il commence avec le jour qui se lève? Ou on pourrait dire, ben non, il se trouve à Yerushalayim ou à 24 degrés d'Yerushalayim, à son zénith. C'est ça, le jour. Le soleil a été mis au-dessus de Yerushalayim. Qu'est-ce que signifie le fait d'éclairer? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que pour les autres? Quel est le sens de la possibilité de se préparer à cette comment dire, comment dire, manifestation du soleil qui définit pour nous le temps? Et ça, c'est une question fondamentale pour un problème essentiel. C'est le problème géré analogue. On a commencé par parler du problème de là où la ligne passe. On est en train de dire, oui, mais le mercredi en question, où le soleil a été posé dans la conception de la création du monde. Oui, mais notre question, c'est ce qu'on avait besoin de ce soleil à ce moment-là, parce que quand le premier Shabbat a été pratiqué, on disait tout à l'heure qu'une des manières d'entrevoir ce jour, c'est de voir à quel moment les peuplements arrivent, et kol moshvotechem, dans chacun de vos endroits où vous habitez, vous pratiquez le Shabbat. Donc c'est en fonction des personnes. Mais à quel moment on a eu besoin de manifester le Shabbat? À quel moment a été célébré le premier Shabbat? Quand est-ce qu'on a commencé à parler du Shabbat? On pourrait écrire l'histoire du Shabbat. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas aussi évident que ça puisse paraître. Parce qu'on dit, ben, le premier Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Akadosh Baruch Hu, on nous parle de Yom HaShishi, Vaïchoulu HaShamayim, il a fini la création, et Shabbat, Vaïnafash. Vaïvarech et Yom HaShevi, Vaïkadesh Oto. Il a béni le 7e jour, Vaïkadesh Oto. Mais là, dès qu'on a dit ça, qui est bien entendu véritable pour Akadosh Baruch Hu, oui, mais pour nous les hommes, à partir de quel moment il y a eu une incidence de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour ce Shabbat? Et là, les midrashim sont très diverses. On a par exemple une position qui nous dit non, quand la dit écrit Vaïvarech et Yom HaSheviri, Vaïkadesh Oto, qu'est-ce qu'il a fait Vaïkadesh Oto? Le midrash Rabbah nous dit, Rabbi Ishmael, Bircho Baman Vekidsho Baman. C'est-à-dire qu'il faudrait attendre la manne pour voir la manifestation de ce Shabbat. Il est venu le jour du Shabbat, double ration de manne, elle n'est pas tombée le vendredi, elle n'est pas tombée le jour du Shabbat, c'est ça la bracha, et c'est du vendredi, Vekidsho Baman, où il n'y a pas eu la manne qui est tombée. Et donc, en fait, lorsqu'il est écrit Vaïvarech Ota Vaïkadesh Ota, Rashi lui-même nous dit le passouk en question a été évoqué al Shem Ha'atid, au nom de l'avenir, et pas sur le moment présent. Alors, tout le monde pose des questions sur Rashi. Le Ramban, par exemple, dans son commentaire, dit alors c'est bizarre. Akashru dit Vaïvarech et Yom HaShevi, 2448 ans avant l'événement de la manne. Pourquoi est-ce qu'on fait une bracha, etc. Et le Sefer Zohar encore plus débloque en disant quelle est la bracha s'il n'y a pas la manne qui tombe le jour du Shabbat. Alors il dit c'est que la bracha du Shabbat rejaillit sur les jours de la semaine. On est dans une autre idée plus profonde. Mais la question est là. Si jamais la manne, comment dire, on attend la manne pour avoir le Shabbat. Rabbi Avraham Ben Ezra, au nom de Rav Sadia Gaon, répond à cette question en disant non, la bracha est pour ceux qui, pour l'avenir, pratiqueront le Shabbat. Vaïvarech Oto, c'est une beracha pour tous ceux qui gardent le Shabbat. Et donc, en fait, le Yom HaSheviri, c'est pas une bracha du jour même du Shabbat de la création, oui, mais c'est une bracha qui ne se manifestera qu'au moment où le Shabbat apparaîtra par des hommes qui pratiquent le Shabbat. Et donc, en fait, le pasouk n'est là que pour justifier une mitzvah qui viendra ensuite. Et puis ensuite, on a différentes périodes qui peuvent arriver, puisque vous savez qu'on a un fameux débat pour savoir est-ce que les Avot ont pratiqué la Torah, est-ce que Adam Arishon est promis à avoir fait le Shabbat, Mizmor Shri Leom Shabbat, on a tribu Adam Arishon. Oui, ça peut aller très en avant. On a, par exemple, lorsqu'on dit les Ovda ou les Shomra, l'ordre pour Adam Arishon, un autre midrash, toujours Bereshit Rabbah, sur ce passouk-là, les Ovda ou les Shomra, à quel je vous dis Adam Arishon, les Ovda Sheshet Yamim, travailler la terre pendant 6 jours, et les Shomra, Shamor et Yom HaShabbat. De là, on sait qu'Adam Arishon, d'après ce midrash-là, lui-même aurait commencé déjà à pratiquer le Shabbat. Après Adam Arishon, ça va encore plus loin. On a la Gemara qui nous dit qui aime Avram Avinu et Kol Torah Kula. Ah, donc tous les avot. On a Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est un passage d'ailleurs très intéressant. On essaie de retrouver des présences, j'allais dire, on pourrait s'appeler ce thème-là, la présence du Shabbat avant que le Shabbat officiel n'arrive. Vaïchan et Pene Ha'ir. Yaakov arrive à Shechem
Et il est écrit Vaïchan. Et les Chachamim font le diouk de ce Vaïchan. C'est quoi ce Vaïchan? Vaïchan, il a fait Mahane, il a campé. Oui, mais dans Vaïchan, il y a l'idée aussi de Menoucha, la Nouach, la Chanod dans un endroit. Et on nous dit, le Midrash, Erev Shabbat imdim dume Chama. Il est arrivé à Shechem la veille du Shabbat, au moment où le soleil va se coucher, Vekava Techumim et Beodium. Il a fait les mitzvahs de Techumim. Alors ça va très loin. Il a pratiqué le Shabbat, il a pratiqué déjà le Eruv Techumim, qui est un débat de Halacha, est-ce qu'il est Mideoraita ou Midirabanan. Le Midrash le rattache déjà à Yaakov. Un autre Midrash, par rapport de Yosef. Yavo Abaita la Asok Melachto. Lorsqu'il a affaire avec la femme de Poutifar, on nous dit il est venu. Vayavo Abaita la Asok Melachto. Ah, et c'est quoi cette Melachto? Rabbi Eliezer nous dit dans le Midrash, Shabbat aya, uma melacha, shone vekore, mashaviv melamdo. Sa melacha, alors on pensait que melacha c'est son travail. Non, son travail c'est la pratique du Shabbat, à savoir à étudier ce que son père lui a enseigné. Mais on a aussi d'autres opinions qui vont repousser ça de manière très tardive. Par exemple, dans le Menorah Tama'or, on l'a aussi dans un Chacham Rabbi Yehoshua ibn Shuaib, dans ses drachot, qui dit non, lo natan Shabbat le Adam Arishon, rak le Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'il est écrit Yismach Moshe bematenat Helko. Pourquoi Yismach Moshe bematenat Helko? Parce que Matenat Helko, c'est le jour du Shabbat. On l'aurait pensé sur la Torah. Non, Yom Menucha, c'est Shabbat. Le Passouk parle du jour du Shabbat. Et Moshe a transmis le Shabbat à tout le Ham Israël. Et on leur dit, même si Akajrou l'avait évoqué au Havot, c'était simplement prévision de l'avenir. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est pas pour les Havot eux-mêmes. Il est écrit Avraham Yagel, Yitzhak Yeranen, Yaakov ou Banav, Yanuchubo. Vous remarquerez que dans ces prières, le verbe est toujours à l'avenir. Avraham Yagel, Yitzhak Yeranen. On n'a pas dit Rinen dans le passé. Yaakov Yanuchubo. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, c'est un futur pour les Havot. Et donc en fait, le soir, on dit Atakidashta dans la Tefila de la Hamida. Atakidashta, c'est Akadosh Baruch Hu tout seul qui était Mekadesh. À Shachrit, on dit Yismach Moshe bematenat Helko. C'est au moment du Matan Torah que Moshe reçoit la Torah. Et à Mincha, on dit Avraham Yagel, Yitzhak Iranen, Yaakov Banel Uchubo. C'est pour l'avenir, ou à l'avenir, les Havot, dans un avenir et pas dans un passé, se trouvent liés au jour du Shabbat. Il y a aussi une position intermédiaire qui dit non, c'est pas au moment de Matan Torah, mais c'est un peu avant. Lorsque Moshe est en Égypte, il a écrit Vayar Bessiv Lotam. Et on dit Moshe, à ce moment-là, lorsqu'ils sont en plein creux de l'esclavage, dans la noirceur de la galoute, de la dureté de l'esclavage, Moshe a fait le calcul des journées depuis la création du monde pour savoir quel est le jour du Shabbat. Et il est parti voir Pharaon en lui disant donne-leur une journée pour se reposer. Ils seront plus travailleurs s'ils ne travaillent pas tous les jours de la semaine. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le jour du Shabbat déjà en Égypte, où ils ont pu étudier le sens du Shabbat qui les rapprochait du fait que je allait finalement les sauver. Vous voyez que ça va très loin. Ensuite, on nous dit non, mais c'est avant, entre l'esclavage lui-même et le Matan Torah, on a une tradition qui dit Bemara nitztavu. Reu ki Hashem natan lachem et Shabbat. Au moment de la manne, on a l'idée qui est Reu qui natan lachem et Shabbat. Natan, il vous l'a donné dans un passé et pas noten lachem. Donc c'était avant et c'est au moment où ils sont arrivés pour la manne. Et c'est à ce moment-là, Shabbat, Amara, qu'ils ont fait le premier jour du Shabbat au Midbar Sin quand ils arrivent là-bas. Voilà, donc Shabbat est déjà présent, existait, mais à un certain moment où il est arrivé. Et bien peut-être tous ces éléments-là sont liés pour nous à la question qu'on évoquait depuis le début, la ligne de démarcation, la ligne de frontière où le jour commence. Si le Shabbat est fixé depuis la création du monde, et Adam Arishon l'a pratiqué, et à chaque génération, on l'a transmise de date en date, on a pratiqué le Shabbat, même avant qu'on soit Metsuvim Verosim, avant d'avoir reçu le Matan Torah, Amara et au Matan Torah, on a reçu le Tzivouï de la Mitzvah. Oui, mais alors il faudrait décider à un certain moment, quel moment on a fait le Shabbat. Cette ligne de démarcation, à quel moment elle intervient? Si c'était sous la position que c'est un Shabbat très ancien, eh bien, il faudrait la trouver. Mais si on imagine que le Shabbat existait dans le monde 6 jours, mais pour le Ham Israël, il n'apparaît qu'à un certain endroit, eh bien à ce moment-là, le Shabbat dans le monde, mettons qu'on le considère suivant le moment de la manne ou Amara, eh bien c'est à cet endroit où ils sont arrivés qu'ils ont à ce moment-là pratiqué le Shabbat. Et à partir de cet endroit-là, ils ont commencé à calculer les jours du Shabbat. Et par conséquent, le Shabbat est fixé en suivant l'endroit où les personnes qui ont commencé déjà à pratiquer le Shabbat continuent à le pratiquer. Et donc, on aurait l'idée dont on parlait tout à l'heure, que suivant le peuplement, on continue à suivre nos jours, qu'on vienne d'un endroit ou qu'on vienne d'un autre endroit. Et d'ailleurs, cette idée-là est la base d'une grosse marloquette qui existe entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi.
sur une discussion, une différence de prière qui existait entre le Sidour de Bavel et le Sidour de Eretz Israël. On a un livre qui s'appelle Hilukim ben Anshe Mizrach les Anshe Eretz Israël. Anshe Mizrach, c'est Bavel, qui est à l'est d'Eretz Israël, et Anshe Eretz Israël. Et on nous dit la chose suivante, Bnei Eretz Israël, lorsqu'ils font le kiddush du Shabbat, ils disent Mekadesh Yisraël veyom ha-Shabbat. Alors que les Bnei Bavel, ils disent Mekadesh ha-Shabbat. Et ils ne gardent que pour Yom Tov, Mekadesh Israël vazemanim. Vous voyez que nous, on est disciples de Talmud Bavli. Vous allez voir tout de suite comment ça s'est clos cet élément-là. Le jour du Shabbat, on évoque Mekadesh ha-Shabbat. C'est quelque chose d'objectif, d'absolu, d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour les Yamim Tovim, puisqu'on participe à la définition du temps par le Kiddush HaChodesh, on dit Mekadesh Israël vazemanim. Israël, c'est les Chachamim qui fixent le mois. Veazemanim, et en conséquence à ça, qui fixe les jours de fête. Mais pour le jour du Shabbat, on dit que Mekadesh Shabbat, c'est pas nous, c'est donné de manière objective. Mais en Eretz Israël, on disait pas ça. Et c'est très significatif de la Torah d'Eretz Israël, où il y a participation des hommes, des Chachamim, du peuple juif, non seulement pour les fêtes, ça c'est connu, pour le Kiddush HaKodesh, mais même pour le Shabbat. Et donc il disait Mekadesh Israël veyom ha-Shabbat. Et d'ailleurs, dans le Talmud Bavli, on dit c'est pas simplement en Eretz Israël. On avait cette marloquette-là qui a été importée d'Eretz Israël vers Bavel. Et on arrive à Soura, qui est un des grands yeshivot de Bavel, qui était comme Eretz Israël. Et lorsqu'on disait Mekadesh ha-Shabbat tout seul, on faisait taire ces gens-là parce qu'il fallait dire Mekadesh Israël veyom ha-Shabbat. Alors qu'à Pumbadita, deuxième académie, peuplement de Chachamim à Bavel, on disait Mekadesh ha-Shabbat tout seul, sans rien. Et le Talmud nous dit la halacha, dans ce passage-là, de manière très claire, c'est dans Maseret Pesachim, où on lui dit la halacha est Kesabé de Pumbadita, comme les anciens de Pumbadita, à savoir, il faut dire que Mekadesh ha-Shabbat. Alors que dans le Talmud Yerushalmi, on a le Masoret, Mekadesh Israël, Veyom ha-Shabbat. Vous voyez, donc c'est pas comme pour le jour de fête. Même pour le jour du Shabbat, en Eretz Israël, on concevait l'apport du peuple juif. Cette affaire a été close au moment des Géonim, puisqu'à l'époque des Géonim, où on avait encore la différence entre Eretz Israël et Bavel, on a un livre qui s'appelle Masechet Sofrim, qui est de l'époque des Géonim, et qui dit que même en Eretz Israël, finalement, on a adopté la Masoret de Bavel, à savoir de dire Mekadesh ha-Shabbat, sans dire Mekadesh Israël. Et puis de ce moment-là, la tradition d'Eretz Israël a été complètement oubliée, et on ne fait que l'idée du Shabbat qui est reçu. C'est très intéressant ce débat. Qu'est-ce qui était derrière? Est-ce que le Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'impose, qui arrive comme une date objective absolue, et donc on dit Mekadesh Shabbat, ou alors il y a aussi une part où Israël Mekadesh Shabbat. Comment les gens d'Eretz Israël disent que le peuple juif Mekadesh Shabbat? C'est pas nous qui fixons le mois. Par quelle raison? Eh bien par justement le moment où le juif arrive quelque part. Hachem, Nathan Lachem et Shabbat, il vous a donné le Shabbat, pas simplement pour le pratiquer, mais aussi pour fixer le moment où tombera le Shabbat. Et du coup, on retombe sur cette idée qu'on devrait définir le journée du Shabbat ou le changement de la ligne de la journée en fonction du moment de l'endroit où les Juifs sont arrivés. Si les Juifs sont arrivés vers l'extrême-orient en arrivant par la Chine et par le Japon, et assurément on est passé pour arriver en Chine au Japon en venant dans un mouvement d'ouest vers l'est, donc ça reste l'extrême-orient pour nous et non pas l'extrême-occident. Par contre, ensuite on est parti vers l'Europe, l'Afrique et ensuite vers les États-Unis. Et du coup, c'est les États-Unis qui sont l'extrême occident pour nous, la fin de la journée. Et cette idée-là est très intéressante parce qu'elle nous donnerait, je dirais, une manière d'entrevoir où finalement commence le Shabbat. Eh bien, il commence de cette façon-là. Le temps, le peuple juif le pratique, la détermination de la date est donnée par là où arrivent les Juifs. Alors dans ce cas-là, il s'arrive du même peuplement, je dirais, que qui s'est produit pour la ligne de Greenwich, avec la nuance dont je parlais tout à l'heure sur les bateaux lorsqu'ils voyagent. Mais le dernier endroit où arrive le Shabbat, eh bien, ce serait l'Alaska, le dernier endroit où on arrive dans l'extrême occident venant d'Amérique, puisqu'effectivement, le peuplement serait arrivé de cette façon-là. Et pour cela, et je terminerai par ça, il y a une très belle histoire qui a été racontée de chaliar de Lubavitch qui était en Alaska. Alors, c'était un chaliar auquel on a dit, vous savez, les Lubavitch ont quelque chose de très simple, c'est qu'on lui dit il y a des Juifs quelque part, la Messirut Nefesh pour aider les Ham Israël est énorme, et donc on lui a dit il y a une communauté à l'extrême, comment dire, la pointe, je dirais, de l'Alaska, l'extrême occident, et il y a une communauté, il y a des Juifs, en tout cas, va là-bas. Donc il est parti de là où il se trouve en Alaska, plus dans des régions habitées, vers l'extrême, le village le plus éloigné où on pouvait trouver. Arrivé sur place, il dit voilà, je voudrais rencontrer des Juifs. Et les gens de l'endroit lui disent mais pas du tout, chez nous, il n'y a pas de Juifs.
tout ce voyage-là, c'était plusieurs comme ça. Il est arrivé, il y a pas de juifs, je veux dire, ça servait à rien, il n'y a pas besoin. C'est bizarre. Pourquoi j'ai eu cette idée-là d'arriver là-bas? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a demandé de voyager pour arriver toucher des juifs qui ne sont pas? Pourquoi c'est que probablement j'ai quand même un tikkun à faire. Alors que c'était son tikkun, il a dit bon, peut-être si c'est pas des juifs, peut-être je devrais quand même présenter ce que c'est qu'un juif à ces gens-là qui n'ont peut-être jamais vu de juifs. Il dit est-ce que je peux rencontrer les enfants, les jeunes dans l'école de l'endroit et leur parler, leur présenter ce que c'est que les juifs. Donc on lui a dit d'accord, eh ben oui, ils ont rassemblé les, 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 les différents adolescents de l'endroit, les enfants, en leur disant voilà, vous allez écouter. Donc ils commencent à leur parler en disant mais avant de commencer à parler, il leur dit mais attendez, euh, est-ce qu'ici vous avez déjà vu non, est-ce qu'il y a un juif ici? Personne ne lève la main. Il dit est-ce que vous avez déjà vu un juif? Alors il y en a une qui lève la main, qui dit oui, j'ai déjà vu un juif. Ah d'accord. Et comment ça se fait? Eh bien oui, parce que moi, ma mère est juive. Ah, alors il a compris tout d'un coup que était la raison de son voyage. Et en plus, ce qui est très bien chez les Lubavitch, c'est qu'ils ont, je veux dire, une liste, ils savent ce qu'il faut dire, comment dire, de manière standard à tout le monde. Vous rencontrez un homme, il faut lui dire de mettre les téfilines. Vous rencontrez une jeune fille ou une femme, il faut lui dire d'allumer les bougies du Shabbat. Il n'y a pas trop d'hésitation, qu'est-ce qu'il va dire? En une seconde, il se dit, qu'est-ce que je vais raconter à cette jeune fille pour justement raccrocher, rapprocher cette âme perdue dans comment dire, à la limite extrême du monde. Et il lui a dit cette phrase qui est merveilleuse, et je veux dire presque le fait d'avoir la présence d'esprit de trouver ce qu'il faut dire, comment dire dans cet instant-là, et comment dire, relève du génie. Il a dit, mais écoute, lorsque les Juifs, tous les vendredis, allument les bougies du Shabbat, et en allumant les bougies du Shabbat, eh bien, on apporte un petit peu, de manière active, la lumière et la paix à l'ensemble du monde. Et chaque juif, dans l'endroit où il se trouve, eh bien, il essaye d'apporter à travers les lumières du Shabbat, c'est ça, Mekadesh Israël, Veyom Shabbat, un petit peu d'une certaine lumière, cette petite flamme qui éclaire le monde et qui apporte sa lumière au moment où la nuit va se coucher, de la sainteté du jour du Shabbat pour l'ensemble du monde. Et chaque endroit où il se trouve le fait à l'heure où il arrive le coucher du soleil. Mais le dernier endroit sur Terre où quelqu'un peut allumer cette lumière, eh bien c'est ici. Et donc, si tu allumes cette bougie le soir du Shabbat pour allumer, tu seras la dernière personne que le Shabbat attend pour rentrer dans le monde. La dernière personne pour laquelle on aurait la possibilité de pratiquer le Shabbat, c'est par cet allumage-là. Et tout le peuple juif et tout l'ensemble du monde et tout le Shabbat attendra l'allumage de cette dernière bougie qui arrive. Voilà peut-être de manière absolue et merveilleuse la définition de Mekadesh Israël, Veyom al-Shabbat. On fixe une certaine ligne. Il y a ceux qui le pratiquent les derniers au moment, le jour, comment dire, le dernier endroit où le jour est encore un vendredi et n'est pas déjà un jour de dimanche. Mais à cet endroit-là, il y a une responsabilité à porter. Il y a encore une lumière à allumer et il y a, comment dire, même une âme qui semblerait être égarée, qui continue malgré tout à participer à la sainteté du monde à travers sa conscience de la journée du Shabbat. Voilà peut-être un des messages qu'on pourrait comprendre de cette idée de la frontière où se trouve le temps. Il reste encore beaucoup comment dire, à parler. Je veux dire, on fera peut-être dans d'autres occasions. C'est un sujet très très vaste, mais peut-être pour les bases, je dirais, pour poser les bases de ce sujet, c'est ce que nous avons essayé de faire ce soir. Bah, merci beaucoup, Rav Chouraki. Et vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions. Non, des questions? Alors, Rav Chouraki, il y a un commentaire. Est-ce que vous voulez voir ce qui est écrit sur le chat? Oui, parce que sur le chat, c'est très juste. Ce qui est écrit sur le chat. David Benzimra, voilà, la semaine des 4 jeudis, je veux dire, on parlait des 3 dimanches, c'est un peu la même chose. Le David Benzimra, à quelle époque j'ai évoqué tout à l'heure, au XVIe siècle, ça rejoint les bâtisseurs du temps, absolument. Et la prépondérance des d'Israël, oui, effectivement, c'est très juste. J'adhère, j'adhère. C'est ça. Mais qui voulait poser une question? Daniel, Moreau, on t'entend pas.
Je sais pas pourquoi il y a un problème avec ton micro. C'est trop compliqué. Là, c'est bon, non? Oui, super. Ah, d'accord. À votre avis, qu'est-ce que penseraient d'autres peuples que nous de Ben, ces théories? non, alors, d'autres peuples que nous, je l'ai dit, comment dire, c'est une nécessité, comment dire, pratique de la fixer. Et donc, les autres peuples que nous, je l'évoquais tout à l'heure, ont décidé vers la fin du 19e siècle, comment dire, à fixer cette ligne comment dire, du temps international en 1884, la conférence de Washington, ils l'ont fixé à 180 degrés du méridien de Greenwich. Après, ça a laissé cours, je dis Jules Verne ou d'autres. Il y a Umberto Eco qui avait écrit L'île du jour d'avant, comment dire, une fantaisie sur une île où se passerait justement comment dire, dans le Pacifique, on passe d'un jour à l'autre, etc. On peut après, comment dire, développer l'idée de cette façon-là, mais au niveau international, ça a été donné. Mais ça n'a pas du tout les mêmes retombées pour la raison très simple. C'est qu'une manière internationale, c'est une date dans le calendrier. Ça leur fait aucun problème de dire on passerait une journée, une semaine où on aurait 8 jours, ou une semaine où on aurait 7 jours, ou quoi que ce soit, ou 6 jours. Il y a une époque où ils avaient voulu proposer dans les années 30, c'est peut-être le sujet de notre cours, d'essayer pour certaines considérations du calendrier international de faire sauter une journée dans la semaine. Bon, mais pour nous, ça ne change rien, parce que le Shabbat, il reste au bout de 7 jours. Donc on se trouverait avec un Shabbat déplacé le dimanche ou un autre jour. C'est ça qui pose problème pour nous. Pour les goïms, ça n'a pas tellement de considération. C'est simplement comment dire, de façon, ça pourrait être arbitraire. Voilà comment tout le monde se range là-dessus. Il y a quand même une chose qui est très intéressante. Dans la conférence de Jules Verne, j'évoquais en 1873, après le tour du monde en 80 jours, lorsqu'il présente le côté plutôt scientifique de la chose, il explique de là presque, et c'était une des idées qui a été, comment dire, qui est revenue à plusieurs reprises, ça éliminera le côté national de chaque calendrier. Les peuples ne pourront pas dire j'ai un calendrier national particulier, puisque tout le monde a le même temps. On pourrait recalculer ça de manière différente. Et la question qui se pose pour nous, c'est justement celle-là. Est-ce que nous, on se fixe directement sur le calendrier international, parce que c'est le côté facile à pratiquer, ou est-ce qu'on a un calendrier, comment dire, une manière, une conception propre de voir le temps? Ce que j'essaie de montrer avec la participation du peuple juif à la considération du Shabbat, c'est que dans le peuple juif, cette idée-là est beaucoup plus que simplement quelque chose d'arbitraire. Ça correspond justement à la place de l'homme, le moment où le peuple juif peuple un endroit, c'est-à-dire le peuple juif où apporte avec lui un peu de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu dans l'endroit où il arrive. Merci. C'est un peu difficile quand même pour quand on n'est pas physicien ou. Merci beaucoup à Shoraki. Je vais quand même envoyer un message.